Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. La politique, l'économie et le tourisme ont rendez-vous dans cette émission Constieka All Week News, comme toutes les semaines. Merci de nous recevoir chez vous, merci surtout de nous permettre comme ça de rentrer dans votre intimité. L'actualité politique très dense, l'actualité économique et surtout le tourisme en Afrique qui devra ici attirer toutes les populations du Nord à venir découvrir notre belle Afrique. L'émission Constieka All Week News est celle que nous vous proposons toutes les semaines et vous nous permettez comme ça de rentrer dans votre intimité grâce au petit écran, grâce à la télévision. Merci de nous recevoir chez vous, je suis Constieka. Actualité oblige, la Côte d'Ivoire aura une part belle dans cette émission. On parlera aussi du Togo, du Rwanda, du Cameroun, du Burkina Faso. Et tout de suite, une part belle à notre partenaire officiel, l'UIL. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. L'Afrique a tout ce qu'il y a de meilleur. Et les Africains devraient comprendre aujourd'hui qu'il faut compter avec notre Afrique. Et surtout, regarder la direction que nous offrent nos dirigeants, nos leaders. Plus besoin de vous dire que c'est nous-mêmes qui les avons choisis. On ne peut pas choisir nos leaders et les combattre. Il faut les choisir et accepter d'aller vers leur direction. Et surtout, regarder ensemble dans leur vision qui sera à coup sûr un bonheur pour tous nos peuples. Nous commençons par le Burkina Faso. Au Burkina Faso, ce pays des hommes intègres, malgré les coups d'État à répétition, il est à noter qu'au Burkina Faso, l'ancien président Thomas Sankara a été élevé au rang de héros de la nation par le gouvernement de transition au Burkina Faso. Pouvons-nous un tant soit peu permettre, avoir l'indulgence d'accorder aux uns aux autres, d'avoir une pratique qui leur est propre? Reportage Charlotte Abdoulaye. Le gouvernement de transition a décidé d'honorer l'ancien président et père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987 lors d'un putsch, en lui attribuant le titre de héros de la nation. Il est un peu plus de 16 heures heure locale quand le président de transition au Burkina Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Ceci sous les applaudissements du public présent. Pour la circonstance, un important dispositif de sécurité est mis en place. Chaque année, depuis son assassinat, une gerbe de fleurs est déposée sur son mémorial. Pour la première fois, la commémoration de l'assassinat, il y a 36 ans, de M. Thomas Sankara, se fait sous l'égide du gouvernement. Le capitaine Traoré, on ne dira pas que c'est un Thomas Sankara, mais il est sur la ligne que Thomas Sankara avait voulu pour son peuple. L'ancien président et père de la révolution au Burkina Faso, M. Thomas Sankara, assassiné en 1987 à Ouagadougou avec 12 de ses compagnons, est élevé au rang de héros de la nation. Les autorités burkinabées ont également rebaptisé le boulevard du général Charles de Gaulle qui devient de facto le boulevard Thomas Sankara.
L'ancien président et père de la révolution au Burkina Faso, M. Thomas Sankara, a été réhabilité. De ce fait, il s'inscrit officiellement au patrimoine national. L'État burkinabé a officialisé ça. Diogo n'a plus de nom dans une au Burkina Faso. On va l'éradiquer carrément. Le donner à notre héros national, le capitaine Isidore Noël Sankara. C'est un travail psychologique. Il faut préparer le peuple psychologiquement. Lorsqu'il est armé psychologiquement, le reste vient. Thomas Sankara est quand même un symbole. C'est comme un idéal. C'est un modèle pour nous, la jeunesse africaine. Et on ne peut pas comprendre que depuis son assassinat, on ne voit pas un grand boulevard à son nom. La maquette d'un projet de mémorial a été présentée. Par la suite, une première pierre a été posée en présence du président de transition au Burkina Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, du vice-président du comité international du mémorial Thomas Sankara, ainsi que des membres de sa famille. Rien de plus beau de voir immortaliser comme ça un leader dans le pays des hommes intègres, à savoir l'ancien président Thomas Sankara. Nous allons du côté du Togo. Togo, le pays du président Faure Essot-Singba Yassingbe. C'est au Togo, comme je le disais tantôt, le pays du président Faure Essot-Singba Yassingbe, que s'est tenue la 3e réunion du comité des chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO à Lomé. Un reportage de Charlotte Abdoulaye. La capitale togolaise accueille depuis ce dimanche 15 octobre 2023 la 3e réunion des sous-comités des chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO. L'événement, qui se tiendra durant 2 jours au siège de la BIDC à Lomé, vise à renforcer les dispositifs de lutte contre les activités maritimes illicites dans l'espace maritime ouest-africain. L'objectif de cette importante assise est notamment d'examiner l'état des opérations et la fonctionnalité des centres maritimes de la communauté, opérationnels depuis une décennie, et de renforcer la coopération régionale dans la lutte contre les activités maritimes illicites. Nous allons tenir plusieurs panels autour de la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO, autour de l'architecture de Yaoundé et autour du soutien de la CEDEAO aux pays riverains, aux pays membres, à travers le projet Schwems. Donc c'est un projet que l'Union européenne a mis en place en vue de renforcer la sécurité dans l'espace maritime de la CEDEAO. Pour les principaux acteurs de l'architecture de la sécurité maritime de la CEDEAO, il s'agira surtout d'évaluer la stratégie et le plan d'action maritime intégré de la communauté et de faire le point pays par pays. À un moment donné, on disait du golfe de Guinée que la situation de la sécurité maritime était pire que dans le golfe d'Aden, puis que nos efforts sont coordonnés et que on fasse des exercices et des patrouilles. De plus en plus, cette sécurité est maîtrisée. Il faut dire que c'est une entreprise plutôt réussite par la CEDEAO et nous allons continuer justement donc sur les mêmes éléments afin de faire de notre domaine maritime commun un domaine sûr pour permettre justement à l'économie bleue de s'épanouir et au bénéfice de toutes les populations ouest-africaines. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre en charge de l'économie maritime a salué les progrès réalisés par les responsables de la sécurité maritime, tout en les encourageant à élaborer de nouvelles stratégies en vue d'une sécurisation totale de l'espace maritime de la CEDEAO. Les batailles gagnées nous induisent nécessairement les nouveaux défis à relever. Tous les partenaires devraient unir leurs forces pour venir à bout de ce fléau qui plombe les efforts des États en matière de développement de l'économie maritime et de l'économie tout court. Je voudrais vous exhorter à mutualiser vos expériences afin qu'à la sortie de cette rencontre, des recommandations claires et porteuses quant à leur impact positif soient formulées afin d'orienter la prise de décision de nos chefs d'État. Depuis la mise en place de ces mécanismes régionaux de surveillance et de riposte, les incidents de piraterie et de vol en mer ont connu une baisse drastique, passant notamment de 68 en 2018 à 15 en 2022. Au premier trimestre 2023, seulement 3 incidents ont été signalés. Cette 3e réunion du sous-comité des chefs d'état-major de la marine se tient en prélude à un autre événement, le 7e symposium des chefs d'état-major des marines des pays riverains du golfe de Guinée, qui se tiendra le mercredi 18 octobre à Lomé. Quand on parle de CEDEAO, on parle déjà de son mastodonte, qu'est la Côte d'Ivoire. On quitte le Togo pour la Côte d'Ivoire. Après avoir mis fin aux fonctions du Premier ministre du gouvernement ivoirien, le président de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, après quelques jours a marqué la fin du suspense.
et a procédé à la nomination d'un nouveau Premier ministre. La caméra d'Ousmane Coulibaly de CNN a entériné ce communiqué sous la post-production de Marcel Bassolé. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le lundi 16 octobre 2023. Voilà, un homme d'expérience a été nommé aux commandes du gouvernement ivoire. Cet homme a une carapace sur laquelle reposent de nombreuses expériences que certains connaissent et que d'autres auront l'occasion de se rendre compte. Une nomination qui a pris à contre-pied tous les pronostics. Suite à cette nomination du nouveau Premier ministre, M. Robert Begré Mambé, le président de la République lui a accordé tout de suite une audience. Reportage Ousmane Coulibaly. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Begré Mambé en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Juste après sa nomination, le nouveau Premier ministre a été reçu par le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, qui lui a adressé ses vives félicitations. Après ces entretiens, le nouveau Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré Mambé, a donné ses premières impressions à la presse. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour la tâche immense au poste de Premier ministre. Je voudrais remercier du plus profond du cœur le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important. Âgé de 71 ans, M. Robert Begré Mambé était, avant sa nomination, ministre-gouverneur du district d'Abidjan depuis 2011. Après la nomination au poste de Premier ministre de l'ex-ministre gouverneur du district de la ville d'Abidjan, à savoir M. Robert Begré Mambé, il m'est souvenu que dans une interview que m'a accordée il y a quelques années, le jeune et brillant ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, parlait de l'expérience du ministre gouverneur du district d'Abidjan, M. Begré Mambé, actuel Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, nommé par son Excellence le président Alassane Ouattara. On écoute ici un extrait du très brillant ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, devenu aussi délégué régional dans le Haut-Sassandra. C'est lui de le dire. Dans mes fonctions antérieures, j'ai obtenu à la tête du comité technique pour les Jeux de la francophonie, que j'ai piloté le comité technique, et j'ai pu obtenir les Jeux de la francophonie à la tête d'une bonne équipe faite donc de cadres compétents, de ministères ou d'experts extérieurs, l'organisation des Jeux de la francophonie dans notre pays. On n'en parle pas assez, mais j'ai eu l'honneur d'avoir été désigné par le Premier ministre d'un camp comme président du comité technique et j'ai piloté l'équipe de candidature. Et nous avons obtenu cette candidature et ça a été l'un des meilleurs Jeux de la francophonie. Organisé ici à Abidjan grâce au leadership aussi du ministre-gouverneur Begré Mambé. Cette expérience va sûrement servir à coup sûr pour la CAN 2023. Alors la vitrine de la jeunesse, qui n'est autre que M. Touré Mamadou, parlait des 8e Jeux de la francophonie, qui avait été une réussite incroyable. Et quand on voit la complexité de l'organisation des Jeux de la francophonie, avec toutes les disciplines incluses, on peut se dire tout simplement, et rappelons-le, le football inclus, on peut simplement se dire que la CAN 2023, qui n'a que pour discipline le football, avec le Premier ministre qui aura son œil dans cette organisation à coup sûr, puisqu'il détient le portefeuille désormais des sports, le président de la COCAN, Amicha, à l'expérience avérée, et le jeune et brillant ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, à coup sûr, ce sera une CAN réussie. Mais flashback avec ce que notre équipe a décidé de vous représenter
à savoir les 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Je déclare ouvert les 8e Jeux de la francophonie. Voilà qu'il y a 3 ans exactement, M. Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse en Côte d'Ivoire, m'accordait cette interview. Il parlait de ces Jeux et se plaignait d'ailleurs qu'il n'y a pas eu un retentissement qu'il fallait. Mais c'est aussi ça la force des médias, nous les médias, de promouvoir tout ce que font nos leaders. C'est très important de faire savoir cela. Et voilà que le Premier ministre, l'actuel Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, a lui aussi proposé au chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, les membres de son nouveau gouvernement, communiqués sous l'œil de Ousmana Coulibaly depuis la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 17 octobre 2023, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Mambé Begré, à la signature du décret numéro 2013-814 portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, M. Robert Mambé Begré, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, M. Adama Coulibaly, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Kakou Wadja Léon Adom, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné, ministre des Transports, M. Amadou Koné, ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, M. Moussa Sanogo, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédé Kofi Kwaku, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement,
M. Mamadou Touré. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Boaké Fofana. Ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Tiemoko Touré. Ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mme Mariatou Kone. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly. Ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Jacques Assaoré Konan. Ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, M. Ibrahim Khalil Konaté. Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana. Ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarasouba. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara. Ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Kamara. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Kofin Guessan. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nasseleba Touré. Ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Mme Lobo Miss Belmont Dogo. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarque. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Wotabona Ouattara. Ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chargé des Sports et du cadre de vie, M. Adjé Silas Metch. Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 18 octobre 2023 à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Fait à Abidjan le mardi 17 octobre 2023. Une fois le gouvernement connu, une fois tous les visages des membres du gouvernement, les membres du gouvernement Robert Beguemambé connus, le Conseil des ministres de Côte d'Ivoire du 18 octobre était rayonnant, avec les ministres entrants mêlés aux ministres maintenus dans leurs fonctions. Ce Conseil des ministres s'est tenu dans la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire et la présence du nouveau Premier ministre nommé, M. Beguemambé, qui fait son entrée ici aux côtés du ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou. Ils évoquent quelques sujets avant qu'ils ne se prêtent au salut officiel du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. M. Robert Beguemambé, en tant que Premier ministre, prendra dans un instant la parole pour remercier le président de la République pour sa nomination et présenter son nouveau gouvernement fait d'anciens et de nouveaux ministres. Pas d'attente, pas de répit. 24 heures après, Conseil de ministres à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence, le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Reportage, Ousmane Koulibaly. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et ministres délégués. Excellence, Monsieur le Président de la République, mes premiers mots à l'occasion de ce tout premier Conseil des ministres, suite à la formation du gouvernement ce mardi 17 octobre 2023, sont des mots de gratitude, de reconnaissance et de sincères remerciements à votre endroit, au regard de la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner en nous désignant à la haute fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie.
Je voudrais associer à ces mots de remerciement et de gratitude Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui a toujours eu une attention particulière à mon endroit dans les différentes fonctions que vous avez bien voulu me permettre d'exercer depuis votre accession à la magistrature suprême en 2011. Chacun des ministres d'État, ministres et ministres délégués présents dans cette salle me charge de vous dire combien ils ont pris la pleine mesure de la confiance que vous avez placée en nous, en tant que gouvernement, pour accélérer la mise en œuvre du programme Une Côte d'Ivoire solidaire, pour lequel les Ivoiriennes et les Ivoiriens vous ont élus. Je porte leur voix pour vous exprimer de façon respectueuse et profonde leurs sincères remerciements, mais aussi pour prendre l'engagement d'œuvrer chaque jour, à chaque instant, pour mériter de cette confiance en donnant satisfaction, chacun dans son domaine et collectivement, dans une approche cohérente et solidaire du gouvernement. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ministres délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, vous féliciter pour votre nomination à la tête du nouveau gouvernement. Votre nomination est la reconnaissance de votre riche parcours professionnel, politique et celui d'acteur de développement. Au regard de votre expérience tant au niveau du district d'Abidjan que dans le cadre de vos missions antérieures, de votre compétence et de votre sens élevé de l'État, je suis convaincu que vous saurez donner l'impulsion nécessaire à l'action gouvernementale en vue de poursuivre et consolider les progrès remarquables que notre pays enregistre depuis plus d'une décennie. Je vous souhaite, Monsieur le Premier ministre, chers frères, plein succès dans l'accomplissement de votre importante mission. Je félicite également les membres du précédent gouvernement qui ont été reconduits, ainsi que les ministres et les ministres délégués qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Au regard de l'expérience de chacune et de chacun de vous, je suis convaincu que vous saurez relever les importants défis que Monsieur le Premier ministre vient de souligner. Je réitère mes félicitations au Premier ministre Patrick Hachi, mon jeune frère, pour l'important travail accompli à la tête du gouvernement et au service de la nation pendant plus de 20 ans. J'exprime ma gratitude aux ministres sortants pour leur contribution importante au développement de notre pays. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, le nouveau gouvernement a pour mission de consolider les performances que notre pays a enregistrées au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique, de croissance économique et bien sûr d'amélioration non seulement des infrastructures, mais des acquis sociaux indéniables des Ivoiriens. Notre pays renforce également ses avancées démocratiques
comme l'atteste la tenue le 2-16 septembre dernier, des élections locales et sénatoriales ouvertes, transparentes et démocratiques et apaisées. Les bons résultats de ces élections traduisent l'adhésion de nos concitoyens aux actions menées par le gouvernement et nous encouragent à poursuivre dans cette voie. Le nouveau gouvernement doit bien évidemment relever les défis que traverse le monde et notre sous-région, ainsi que les différents chocs macroéconomiques qui se traduisent par une inflation généralisée, la hausse des taux d'intérêt mondiaux, avec pour conséquence la baisse du pouvoir d'achat des populations. Évidemment, nous suivons de très près l'évolution du coût de la vie pour nos concitoyens. Le gouvernement devra donc veiller à assurer l'approvisionnement du marché intérieur en produits alimentaires et en denrées de première nécessité, dans des conditions qui préservent le pouvoir d'achat des ménages, surtout les plus vulnérables. C'est l'orientation prioritaire que je donne dans ce domaine au Premier ministre, au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, en liaison avec le ministre des Ressources animales et halieutiques et le ministre du Commerce et de l'Industrie. Au plan interne, le gouvernement devra assurer la bonne exécution du programme économique et financier conclu avec le FMI, avec la forte participation de M. le vice-président, en vue de consolider nos acquis et accélérer le développement économique et social du pays. À cet égard, il nous faudra veiller, en particulier, à atteindre les objectifs en matière de mobilisation de ressources fiscales, à maîtriser la dette intérieure et extérieure et à mettre en œuvre les réformes nécessaires auxquelles nous avons souscrit. Dans ce contexte, la dynamique de renforcement des infrastructures socio-économiques devra se poursuivre en privilégiant le recours aux partenaires bilatéraux et multilatéraux pour le financement des projets. Je demande aux membres du gouvernement d'œuvrer à l'amélioration du décaissement des ressources mises à disposition par les partenaires techniques et financiers. Je vous demande aussi de poursuivre et de mettre l'accent sur la consolidation des réformes, notamment en matière de gestion des finances publiques et d'amélioration des recettes de l'État. Une attention particulière devra être apportée à la gestion du patrimoine et du portefeuille de l'État, et c'est ce qui explique la création d'un département spécifique à cet objet pour que les entreprises publiques soient gérées selon les règles de bonne gouvernance afin d'être plus compétitives dans leur secteur respectif. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en décidant de prendre en charge le portefeuille des sports vous-même, vous faites acte de responsabilité à nouveau face à l'enjeu que constitue la parfaite organisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra dans notre pays du 13 janvier au 11 février 2024. Je rappelle qu'en 2017, alors ministre chargé des Jeux de la francophonie, quand je vous avais appelé au secours, vous avez, en très peu de temps, permis à notre pays d'organiser avec un grand succès la 8e édition de ces Jeux sous la coordination de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je suis convaincu que les membres du gouvernement dont les compétences individuelles sont avérées sauront former une équipe soudée autour de vous pour
pour relever l'ensemble des défis. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, je souhaite à chacune et à chacun de vous très bonne chance et je sais pouvoir compter sur votre engagement à servir la nation. Merci et bonne journée. À la fin de ce Conseil des ministres du nouveau gouvernement Robert Begré-Mambé, présidé par son Excellence le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, notre reporter a tendu et son micro et sa caméra à certains ministres pour avoir leurs impressions. Reportage. L'enjeu majeur, c'est l'organisation de la CAN. Et puis après, la réorganisation de l'environnement du sport dans notre pays. Pour l'instant, l'objectif à court terme, c'est la réussite de l'organisation de la CAN. Le président y accorde une attention particulière. Nous mettons au travail. Voilà. Que les résultats soient visibles le plus tôt possible. Encore toute ma gratitude et ma reconnaissance au président de la République pour la confiance qu'il n'a de cesse de me manifester depuis bientôt 7 ans. Notre politique, cette fois-ci, va être axée sur vraiment les productions vivrières, au-delà des produits de rente, qui constituent une partie importante de notre économie. Nous avons engagé un grand nombre de réformes depuis quelques années et je pense que c'est une opportunité pour nous d'achever véritablement tout ce plan de restructuration du secteur du cadre bâti en Côte d'Ivoire, du cadre urbain également. Nous espérons pour les quelques mois qui viennent achever tous ces chantiers qui ont été ouverts. Je vous ai dit, dans ce programme constitué Call Week News, on parlera énormément de la Côte d'Ivoire. On l'a fait. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Togo. Représenté par le Premier ministre de la République togolaise, Mme Victoire Toméga-Dogbé, le chef de l'État de la République togolaise, le pays du président Faure Essot-Singba-Yassimbe, président de la République togolaise, a abrité la semaine de la microfinance avec plus de 1300 experts économistes réunis pour cette circonstance, dont pratiquement une soixantaine de pays. Reportage Charlotte Abdoulaye. La 6e édition de la Semaine africaine de la microfinance s'articule autour de la finance inclusive, durable avec un focus sur la finance inclusive verte. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Essot-Singba-Yassimbe, est représenté par le Premier ministre Mme Victoire Toméga-Dogbé à l'ouverture des travaux de cette rencontre de Lomé. Un peu plus de 1300 acteurs et experts de la microfinance d'une soixantaine de pays sont présents à Lomé. Une semaine pour explorer et trouver des instruments financiers les plus adaptés aux personnes vulnérables au financement. Nous œuvrons pour rendre les instruments financiers de plus en plus inclusifs. Nous ne voyons pas la finance comme une simple fin en soi, mais pour nous, c'est très important de le voir comme un instrument, un outil pertinent et performant pour atteindre les objectifs de développement durable. D'après le ministre de la Coopération, de l'Action humanitaire de Luxembourg, le lien entre les enjeux du changement climatique et la finance inclusive est évident. La Semaine africaine de la microfinance est une aubaine pour promouvoir des solutions innovantes. Mettre l'accent sur la finance inclusive verte, c'est souligner que les prestataires de services financiers inclusifs, tels que les institutions de microfinance, ont un rôle clé à jouer dans la réponse aux risques et aux impacts du changement climatique. Aujourd'hui, la finance inclusive verte couvre différents secteurs, allant de l'agriculture durable aux énergies renouvelables et à l'adaptation au climat. En facilitant l'accès à des services et produits financiers durables, la finance inclusive verte constitue un levier important pour améliorer la situation socio-économique des populations les plus démunies. En croire la ministre de l'Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel du Togo, le président de la République du Togo, son Excellence Faure Essot-Singba-Yassimbe, fait de l'inclusion financière un axe majeur dans le renforcement de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les différentes réformes engagées par le pays ont permis d'enregistrer le plus fort taux d'inclusion financière dans l'espace de l'UEMOA en 2023. Nous n'avons pas choisi ce chemin par mimétisme ou par suivisme, mais dans le respect des choix
que nous imposait l'avenir et le bien-être de nos populations. Le thème que vous avez choisi pour cette édition démontre, s'il en était besoin, que nos politiques et nos programmes de gouvernement doivent s'inscrire dans la durabilité. Je veux ici saluer la confiance et la discipline de toutes ces braves femmes et hommes bénéficiaires des services financiers au Togo, réunis au sein de la Fédération des bénéficiaires des services financiers, dit FEBESEF, dont l'effort de remboursement, parfois anticipé, témoigne de leur fidélité depuis presque 10 ans. Grâce à eux, le taux de remboursement des programmes d'inclusion financière est à peu près de 95%. Et grâce à eux également, la progression du taux d'inclusion financière est constante dans l'espace UEMOA, puisque le Togo enregistre depuis 2021 le plus fort taux de progression en termes d'inclusion financière et qui se situe à peu près aujourd'hui à 85%. En créant en 2017 un ministère dédié à cet effet, l'ambition du Togo est de faire de l'inclusion financière un axe majeur dans le renforcement de la cohésion sociale et l'atteinte des objectifs assignés à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Nous comptons à juste titre partager au cours de ces jours les recettes qui nous ont permis d'arriver à ces résultats, mais également nous imprégner des succès des différentes délégations. Les travaux de la Semaine africaine de la microfinance prennent fin ce vendredi à Lomé sur les recommandations qui aideront chacun des pays à faciliter l'accès au financement aux personnes vulnérables aux services financiers. L'Afrique est en perpétuel mouvement, des choses se font et les Africains prennent conscience de jour en jour. On a parlé de finances du côté du Togo, nous allons au Cameroun pour parler des faux médicaments. C'est triste. Heureusement qu'il y a certains aujourd'hui de responsables politiques qui ont décidé de mettre le pied là où il faut. Au Cameroun, la lutte contre les faux médicaments dans la capitale économique de la République du Cameroun, principalement à Douala, est une initiative louable et initiée, mise en application par le délégué du gouvernement de la région du littoral. Surtout quand on pense tout le mal que peut causer ces faux médicaments, en plus vendus dans des pharmacies. Reportage Raoul Sankoué. Des scellés apposés sur plusieurs structures pharmaceutiques dans la ville de Douala ce 13 octobre 2023 par le secrétaire général des services du gouverneur, accompagné d'une équipe de la délégation régionale de la santé publique pour le littoral. L'objectif de cette descente sur le terrain est de fermer sur instruction du ministre de la Santé publique toutes les pharmacies n'ayant pas l'agrément leur permettant d'exercer. Nous sommes sur le terrain ce vendredi depuis ce matin pour procéder à la pose des scellés sur certains établissements pharmaceutiques. Donc c'est sur instruction de Monsieur le ministre de la Santé publique. Donc nous avons reçu instruction du ministre et nous sommes en train de nous exécuter. Donc il est question aux différents responsables de faire tout pour être en règle avant d'ouvrir ces officines pour la bonne santé des Camerounais résidant dans la région du littoral. Une fermeture des structures pharmaceutiques clandestines qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments au Cameroun. Il est question pour le ministre de la Santé publique d'assainir ce secteur d'activité qui doit être réservé aux seuls professionnels de la santé. C'est donc une lutte qui vise à protéger la santé de tous les citoyens camerounais afin d'éviter que ces derniers ne consomment des médicaments de mauvaise qualité ou contrefaits, source de plusieurs causes de maladies dangereuses. Après le Cameroun, nous allons au Rwanda. Au Rwanda, ce très beau pays présidé par Paul Kagame. Le Rwanda, qu'on vous présente encore comme ça, Marcel Bassolé, avec des beaux paysages, un pays où il faut prendre des vacances. Voilà, c'est un pays comme celui-là qu'on aimerait aussi aller voir, aller visiter, comme tous les autres d'ailleurs. Le Gabon, Sao Tomé, Principe, les petites îles, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, aller faire un peu de chasse. Voilà, prenez d'assaut nos pays africains et découvrons ensemble qu'est-ce que c'est la beauté luxuriante de toutes nos forêts et savanes.
Nous allons au Rwanda pour parler de cette visite effectuée par le président de la transition gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, après une visite en Guinée équatoriale, ensuite au Congo chez le patriarche, le président Denis Sassou Nguesso, considéré comme l'empereur, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a fait des civilités à son homologue tchadien par une visite officielle. Après le Tchad, après la Centrafrique, voilà que le président de la transition gabonaise s'est rendu pour une visite d'amitié et de travail au Rwanda. Rendre visite à son frère, le président Paul Kagame. Reportage Charlotte Abdoulaye. Dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, le président de la transition, président de la République du Gabon, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a été reçu au palais présidentiel Urugwiro par son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Les relations bilatérales sur l'axe Libreville-Kigali, le renforcement et la redynamisation de cette coopération entre les deux pays ont été au centre des échanges entre les deux chefs d'État. Durant l'entretien, les deux présidents se sont félicités de l'excellence des relations historiques qui unissent le Gabon et le Rwanda. Ils ont indiqué leur volonté de hisser à un niveau supérieur la coopération multiforme existant dans les domaines de l'éducation, du commerce, de l'économie, de l'agriculture et des nouvelles technologies. Pour rappel, les deux pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, avaient signé en août 2022 un protocole d'accord visant à promouvoir et développer les secteurs économiques prioritaires et la coopération en matière d'investissement. Après ce tête-à-tête avec son homologue rwandais, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu avec la communauté gabonaise de Kigali. Applaudi par une salle d'applaudissements dans la salle affrétée pour la circonstance, le président de la transition, président de la République du Gabon, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a chaleureusement salué ses compatriotes avant l'exécution de l'hymne national. La diaspora gabonaise de Kigali a soumis au président de la transition, président de la République du Gabon, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, un ensemble de préoccupations qui cadrent bien avec les aspirations du chef de l'État gabonais. Durant ces échanges, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République du Gabon, a prodigué quelques conseils à la diaspora gabonaise de Kigali. Ce n'est pas une nomination à l'Assemblée ou au Sénat qui crée de l'emploi. Le Gabon a besoin de vous. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mais pour en arriver, il faut que vous rentriez. Ce que vous avez demandé comme doléance, notamment l'ouverture d'une ambassade, mérite d'être suivi. Le président de la transition, président de la République du Gabon, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a regagné Libreville au sortir des échanges avec la diaspora gabonaise de Kigali. Après cette visite officielle du président de la transition, président de la République, chef de l'État gabonais, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema au Rwanda, c'est l'heure pour nous de vous parler de notre grand format. Il est très important en Afrique que l'on célèbre les nôtres, surtout qu'on essaye de rendre hommage à nos leaders de leur vivant, et non quand ils seront partis. L'équipe de CNN a décidé de prendre cet extrait qui passe pratiquement sur nos médias, baptisé L'Histoire retiendra, où un collaborateur qui aura été aux côtés pendant près d'une décennie d'un leader politique, d'un chef d'État, plus besoin de vous faire attendre, il s'agit du président Alassane Ouattara, un collaborateur parle du président avec des mots sincères, des mots justes. Et c'était pour nous aujourd'hui l'occasion de vous faire revivre cet instant, comme pour donner une leçon à toute l'Afrique. Une leçon à tous ceux qui aujourd'hui sont avares de compliments auprès de ceux qui posent des actes. Surtout quand il s'agit d'un personnage comme le président Alassane Ouattara, à qui chacun devrait porter ne serait-ce que le moindre compliment pour les actes qu'il pose. Un homme qui parle peu, mais qui pose des actes.
C'est l'objet de notre grand format, dans ce module baptisé « L'histoire retiendra ». Écoutez, regardez. Excellences, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, distingués membres du RHDP, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, je voudrais rendre grâce à la Providence qui a voulu que je sois votre collaborateur. D'abord en tant que ministre des Infrastructures économiques, puis ces dernières années en tant que secrétaire général de la Présidence de la République. Je voudrais vous traduire ici ma gratitude infinie et ma reconnaissance éternelle. Monsieur le Président de la République, à cet instant historique, sans trahir les obligations de réserve liées à ma fonction, je sens le devoir de témoigner de cette proximité et de ce que j'ai appris. Que j'ai appris en termes de gestion de l'État, mais également de grandeur de l'homme que vous êtes. En termes de gestion de l'État, Monsieur le Président, j'avoue honnêtement que lorsqu'on est ministre ou lorsqu'on est dans l'administration, on se fait une idée de ce que c'est que la gestion de l'État. Parce qu'on vous voit au Conseil des ministres, on vous voit voyager, on vous voit dans des cérémonies, on vous voit dans des audiences, mais on n'a nulle idée de ce que c'est jusqu'à ce qu'on y arrive. Gérer l'État, Monsieur le Président de la République, est une chose extrêmement complexe et difficile. Depuis les relations internationales et la diplomatie, en passant par les questions de sécurité et de défense, pour en arriver aux questions de politique économique et sociale. Toutes ces questions importantes, denses pour l'avenir d'un pays, requièrent une attention, une expérience et un travail énorme. Monsieur le Président, je suis arrivé et je vous ai vu au travail avec Monsieur le Vice-président de la République sur toutes ces questions, mais au-delà, sur les audiences de chaque jour, sur les cérémonies, sur les voyages. Et j'ai commencé à me poser des questions. À 6 heures du matin, vous aviez répondu à tous les mails, qu'ils soient envoyés à minuit, à 2 heures, à 3 heures, vous les avez tous lus. Avant 7 heures, vous avez lu plus de 20 journaux de la place publique, sans oublier que vous avez écouté les informations de 20 heures et de 23 heures. Vous avez reçu les éléments des renseignements que vous avez lus. Et comme vous le disiez tout à l'heure en l'écrivant, c'est une tâche immense. Et là, véritablement, on commence à avoir une autre perception de l'État et de sa complexité. Et on est habité par une chose extrêmement importante, c'est l'humilité. Oui, on se rend compte que pour arriver à abattre une telle tâche, il faut une capacité de travail hors norme, il faut une rigueur, il faut de la méthode, mais il faut également de l'engagement. Il faut du dévouement que seul l'amour d'un pays vous donne. Monsieur le Président, j'ai été voir Monsieur le directeur de cabinet, Fidel, Ibrahim, Mas, et je leur ai dit, mais c'est comme ça ici chez vous? Oui, parce que moi j'arrivais quand même, après les infrastructures, quelques années quand même, je me suis dit, bon, Monsieur le Président, c'est inimaginable ce que c'est que la complexité de gérer un pays, surtout un État comme la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, au-delà de ça, de gérer l'État, tout ce temps, vous prenez le temps et vous avez le temps de l'empathie. Le moindre décès, du moindre collaborateur, le moindre anniversaire, tous les détails
et les attentions les plus soutenues, vous n'en ratez aucun. Tout ce qui concerne vos collaborateurs, vous êtes auprès d'eux. Jamais de ma vie, Monsieur le Président de la République, je n'ai vu chose pareille. Et j'ai eu pour vous un immense respect. Monsieur le Président, ça va maintenant bien au-delà de ça. Ça, c'est le travail de tous les jours. Mais j'ai eu la chance, à vos côtés, d'aller à l'étranger, de voyager, de rencontrer des personnes. J'ai eu la chance inouïe d'assister à des audiences avec les plus hautes sommités de ce monde. Il m'est arrivé, avec vous, d'avoir des audiences privées avec des chefs d'État de très grands pays, à trois. Et à un moment donné, Monsieur le Président, à la vérité, je dois vous l'avouer, je n'entendais plus vraiment la conversation. Parce que je regardais dans les yeux de cette personne, vous regardez. Je regardais l'attention, l'estime, la considération qu'il avait pour vous, l'écoute. Et je me disais, mais c'est de mon président qu'il s'agit. J'ai dit, mais cette affaire est sérieuse. Et je rentrais chez moi à l'hôtel, tout habillé, et je marchais. Je marchais, je revenais dans ma chambre. Et je dis, mais c'est moi qui travaille à côté de ce monsieur. C'est-à-dire, Monsieur le Président, j'ai dit, mais quel grand bien ai-je pu faire au bon Dieu pour qu'il me donne tant de grâce? Monsieur le Président, j'ai eu la chance d'assister avec vous à des huis clos présidentiels. 8 chefs d'État présents. Chacun parle, il prend la parole, il bavarde, et puis à la fin, vous prenez la parole. Vous faites la synthèse, vous donnez l'orientation, et plus personne ne parle. C'est terminé. Mais, au-delà de la profondeur de vos propos, c'est le respect que les gens pourront pour vous. Le leadership qu'ils acceptent sans conteste et qu'ils vous reconnaissent. Et je suis là assis pratiquement sur une fesse parce que je regarde tous ces chefs d'État, vous me faites l'opportunité d'entrer et je me dis mais c'est pas possible. Je ressors, on est dans l'avion, vous parlez, mais président je vous entends pas, je suis encore au huis clos. J'ai dit mais c'est le monsieur là qui est à côté de moi ici. Et nous on s'amuse avec ça. Monsieur le Président de la République, j'ai vu des chefs d'État de grandes nations développées au monde, en Europe, alors qu'on devait nommer des gens à des institutions importantes du monde. Ce n'est pas des Africains qu'on nommait, hein, c'est des Européens. Vous appelez et dites, Monsieur le Président, nous souhaiterons avoir votre opinion, nous voulons nommer des gens, vous connaissez les gens de ce monde, donnez-nous votre conseil, donnez-nous votre avis. Monsieur le Président de la République, j'ai vu des chefs d'État du monde désireux de faire nommer un des leurs dans une institution. Vous appeler et vous dire, si vous ne faites pas campagne pour moi, je ne gagnerai pas. Et vous voir appeler des chefs d'État occidentaux, asiatiques, africains, pour dire, mon candidat c'est celui-là, supportez-le. Et ce candidat a gagné. Monsieur le Président de la République, j'ai eu l'immense honneur, en allant avec vous à Washington, et c'est peut-être là que j'ai tout compris, de rentrer dans la salle du board, du conseil d'administration du Fonds monétaire international.
impressionnante salle. 50 personnes assises autour d'une table en rectangle. Et ce jour-là, parce que vous reveniez à nouveau au fond, après l'avoir quitté depuis de longue date, on a organisé un conseil d'administration exceptionnel, extraordinaire, pour que vous puissiez dire 2 mots. Et vous vous êtes rassis à cet endroit-là, sur cette chaise, que pendant plusieurs années, vous avez occupée, pour présider ces réunions que vous présidiez toutes les semaines. Et j'ai vu ces personnalités assises, des Asiatiques, des Hindous, des Européens, des Américains, très peu d'Africains. Tous là, dans un silence de marbre, vous écoutant tenir des propos. Et on nous avait donné quelques tabourets à côté parce qu'on n'avait pas droit aux chaises. Il n'y a pas de chaises supplémentaires là-bas. Et on vous regardait. Je n'étais pas seul. On dit, mais c'est notre président ça. Et je me souviens, Monsieur le Président, lorsque nous sommes revenus à Abidjan, et qu'à l'issue d'un conseil des ministres, vous m'avez fait l'honneur de me donner la parole, et j'ai dit à mes ministres qui étaient là, à quel point j'avais été impressionné. Mais qu'avec le recul en regardant, ce qui me frappait le plus, c'était comment vous arriviez à les supporter. Oui, c'est-à-dire, je vois les ministres là, à Abidjan, dans leur salle, ça bavarde, ça parle. Et j'ai dit, il a cette patience-là. C'est-à-dire, quand on a été aussi haut, avec de telles intelligences, fait de tels débats sur l'état du monde, et qu'il faut venir s'asseoir là, avec des gens qui se prennent pour je ne sais pas quoi, et puis pour parler d'une petite Côte d'Ivoire, un petit Abidjan, et de s'écouter parler, quoi. C'est-à-dire, s'écoute parler. J'ai apprécié une chose, Monsieur le Président, j'ai dit, ce monsieur a une grande humilité. Il a une grande humilité et il aime son pays. Parce qu'à chacun, vous avez la patience d'écouter et de lui donner l'impression que ce qu'il dit est très important. Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir fait une petite intrusion dans cette partie cachée de la vie de l'État et de la vie au sommet de l'État, mais je pense que les circonstances et le moment l'exigeaient. Oui, Monsieur le Président, c'est à ce moment-là, en passant ces quelques années au palais, que j'ai vu que occuper un poste de président de la République et exercer la fonction de président de la République, c'est deux choses. C'est deux choses différentes, qui n'ont rien à voir. Il y a des gens qui occupent un poste de président pour un mandat, et il y en a qui exercent manifestement cette fonction. Vous avez, de façon admirable, exercé cette fonction, en étant pour nous un modèle. Je voudrais vous en remercier sincèrement et du fond du cœur pour tant d'amour pour votre pays. Alors, Monsieur le Président de la République, quand on a vu cette compétence, ce sens de l'organisation, ce sens du leadership, ce réseau international où, quel que soit le problème qui survient ou les besoins de votre pays, vous êtes capable de lever un téléphone et il y a quelqu'un au monde que vous connaissez et que vous allez appeler et qui peut régler le problème en 48 heures. Peu de gens ont cette capacité, peu de gens ont ce carnet d'adresses. Je vous remercie. L'histoire retiendra.
C'est terminé pour ce programme Constieka Week News, tout en remerciant tous nos partenaires TDOC du côté du Gabon. Et la Blanchard en Europe, et surtout la caméra de Ousmane Koulibaly, assisté de Lévi Tevonon, qui ont couvert toutes les différentes activités au niveau du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Et le chef cuisinier, pour ne pas dire le maître de la post-production, M. Bassoli Marcel. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Constieka, je donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Constieka All Week News en multidiffusion tous les 3 heures. Sur CNN, la télévision autrement, disponible sur les bouquets Cryolink O12, numéricable O12, sur les bouquets Télépack, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.